Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idewani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. De nombreux joueurs s'expatrient très tôt dans d'autres pays dans l'espoir d'amorcer une grande carrière de footballeur. Si ça se termine par un succès pour certains, c'est le contraire pour d'autres qui voient leur carrière totalement compromise. Soit ces joueurs sont dupés par des agents non reconnus par les instances de football, soit ils sont confrontés à d'autres problèmes comme la méconnaissance des textes. Quelles sont les difficultés à l'expatriation des jeunes joueurs? Comment protéger ces derniers contre certains risques? Y a-t-il des textes qui encadrent ce domaine? On en parle aujourd'hui dans le Grand Dialogue du studio Tamani qui reçoit comme invité Yacouba Tangara, journaliste consultant sportif, Amar Maïga, président de l'association Young Players Protection in Africa et Birama Konate, entraîneur. Sekou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Tout d'abord, je voudrais poser cette question à Yacouba Tangara. Est-ce qu'aujourd'hui, des jeunes joueurs continuent de s'expatrier hors du Mali? Oui, bonjour à tout le monde et bonjour à Studio Tamani. Moi, je pense qu'on ne peut pas empêcher les joueurs d'aller monnayer leur talent à l'étranger. Pour moi, l'objectif de tous les footballeurs, les jeunes footballeurs, c'est de jouer et d'aller décrocher un contrat, surtout en Europe, parce que c'est là où il y a beaucoup d'argent dans le foot. Mais est-ce que cela se passe dans les règles de l'art? Est-ce que ça se passe normalement sans problème? Bon, ça dépend de l'approche des jeunes, parce qu'il y a certains qui sont pressés, peut-être qu'ils n'ont pas le niveau, ou encore ils n'ont pas les vrais contacts qu'il faut pour aller en Europe. Sinon, pour moi, ça se passe dans la règle de l'art. Au niveau des équipes professionnelles, que ce soit en Ligue 1 française, en Première Ligue, en Deuxième Division française, en Belgique, en Espagne et un peu partout dans le monde. Mais ça dépend seulement des gens, parce que souvent, comme je l'avais déjà évoqué, il y a certains qui vont en Europe sans peut-être la bonne voie. Peut-être la bonne voie, c'est quoi? C'est tellement ils sont pressés, même s'il y a quelqu'un qui se présente comme il est un agent, sans vérifier tout de suite, ils sautent sur cette occasion. Des fois, il y en a qui payent même pour aller, alors que c'est le contraire qui doit se reproduire. Alors, Amar Maïga, vous êtes président de l'association Young Players Protection in Africa, une association qui œuvre dans la protection des jeunes joueurs. Vous, au niveau de votre association, est-ce que vous avez connaissance souvent des jeunes qui ont rencontré des difficultés en voulant aller monnayer leur talent ailleurs? Bien sûr, bien sûr. J'ai l'habitude parce que moi, mon histoire commence déjà vers 2012-2013, après le coup d'État. Donc c'est l'histoire de 3 jeunes Maliens qui ont été embarqués par un faux agent, un gars qui est venu de la France. En fait, après avoir mené des investigations, on a trouvé que le gars c'était un chauffeur en France. Bon, vous savez, au sein de la Fédé, il y a de ces pratiques qui ne sont pas catholiques. Ce gars-là a payé pour avoir la licence d'agent, sans passer les tests et tout ce qui était mis en place par la FIFA. Donc il avait déjà bénéficié d'appui au sein même de la Fédé. Mais il se trouve qu'il a entraîné des dizaines, je peux dire même une vingtaine de jeunes. Il leur a extorqué de l'argent pour les promettre d'aller jouer en Espagne. Et malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc c'est comme ça que j'ai même participé à un livre qui s'appelle Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains. C'est 2 Français, Barthélémy Gaillard et Christophe Glaise, qui sont venus en Afrique pendant une année dans plusieurs pays africains pour voir ce que ce phénomène faisait, quoi. D'accord, donc c'est possible d'avoir de l'agrément en payant de l'argent? Sans aucun doute. Il n'y a pas de critères précis ici. Moi, je n'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Même récemment, j'ai enquêté, j'ai vu... Bon, je ne vais pas tout dire ça de façon claire, mais j'ai vu qu'il y avait des pratiques malsaines qui donnaient déjà l'opportunité à certaines personnes de mauvaises accès. C'est-à-dire ça donne accès à des gens qui n'ont pas fait le test et qui deviennent agents intermédiaires sportifs.
D'accord. Birama Konaté, bonjour, vous êtes au téléphone en direct avec nous. Est-ce que vous aussi, en tant qu'entraîneur, vous qui encadrez les jeunes très souvent, vous avez connaissance de ce genre de difficultés auxquelles sont confrontés certains jeunes en voulant aller jouer ailleurs? Bonjour à tout le monde, bonjour à Sidio Tamani. Avant de commencer, je m'incline devant les mémoires de Fekaronka Keita, un entraîneur chevronné, que la terre lui soit légère en ces jours de vendredi saint. Pour revenir à votre question, je pense que c'est un phénomène qui est là, qui a commencé à intégrer, vous savez, quand vous faites même un peu l'historique de Salif Keita, comment il est parti, c'était en quelque sorte un exode qui a eu la chance et ça a été abouti à autrement. Cet exode continue, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs endogènes et il y a des facteurs exogènes. Le facteur endogène, c'est dit à l'extrême pauvreté, parce que la majeure partie des jeunes talents ou des jeunes qui sont au niveau des centres sont issus des familles pauvres. Et il est plus facile pour eux d'être emballés par des faux agents ou des agents qui les amènent, qui ne suffit d'avoir son pot de vin pour un premier contrat et les lâche. Donc soit il les amène, il les propose, il les donne dans les centres, dans les académies, il les supplie. Donc c'est ce qui amène ces genres de trucs-là. Sinon, en général, les enfants qui sont issus d'une famille riche ont à peu près le moyen, même s'ils sont lâchés là-bas, ils trouvent des moyens de s'en sortir ou ils trouvent des moyens pour retourner au bercail. Bon, c'est un phénomène qui est là et qui serait très difficile de le combattre parce que l'Europe l'encourage. La FIFA est en train de prendre des mesures pour essayer de créer des situations pour que les enfants puissent être sécurisés. Il y a eu agent, il y a eu intermédiaire, ensuite il y a agent, il y a commission. Donc tout est autour du mercantilisme, tout est autour de l'argent. Donc chaque fois quand tu parles de l'argent, il n'y a pas un moyen qu'il faut écarter pour l'avoir. Donc c'est ce qui est la philosophie de beaucoup de ces agents-là. Et c'est ce qui est un peu ancré dans la tête des jeunes. Comme Tangara l'a si bien dit, qui veulent aller vite. Tu trouves un enfant à 15 ans, 12 ans, tu lui demandes, il a un agent. Et je vais vous donner sans même troquer le nom. Et il y avait un agent béninois qui a essayé d'embarquer tous les jeunes Maliens qui avaient du talent, les Ali Malé, les Lassana Ndiaye, il les a amenés. Lui, ce n'était pas un bon agent. Et ce sont des talents qui sont perdus pour le Mali. Donc, parce qu'il les avait fait signer des contrats, et ces contrats-là, il les payait par mois, par-ci, par-donc, ils étaient dans un cadenas pour lui. Et puis, c'est sorti dans ce trou-là. Donc, ils sont restés sous sa mise, donc il les a amenés dans des clubs, ils n'arrivent pas à évoluer. C'est des pertes de talent pour l'État, c'est des pertes pour la production et pour la famille. D'accord. Mais comment des faux agents peuvent embarquer des joueurs qui appartiennent à des clubs, même si ce n'est pas des grands clubs, et les amener hors du pays? Est-ce que ça ne pose pas la question d'organisation et de responsabilité de ces clubs-là? Vous savez que nous sommes dans un pays où le football est amateur. Et quand tu parles de football amateur, les règles sont souvent violées. Comme Amar l'a si bien dit, peut-être que les agents peuvent même avoir des contacts, des portes d'entrée au niveau de l'instance supérieure pour avoir certains papiers en complicité avec les parents de l'enfant. Parce qu'une fois que l'équipe s'oppose, il y a les parents qui rentrent en jeu. Il y a, même il faut le dire, Jean-Marie Guillou a eu des altercations avec beaucoup de centres qui n'étaient pas affiliés. Un grand élément de Jean-Marie Guillou, ce n'étaient pas des éléments 100% formés par Jean-Marie Guillou. Ils sont issus d'un centre où ils ont fait leur base là-bas. Donc quand Jean-Marie Guillou n'arrive pas à tomber d'accord avec ces centres-là, il met directement la famille en complicité. Donc la famille va interpeller l'autre là. Donc vous avez, il y a le social aussi, parce que nous sommes dans un football amateur qui n'est pas reconnu. Souvent même tu vas dans la police, tu dis que tu es entraîneur, on dit que ce n'est pas une profession. Si ce n'est pas dans cet état-là, il y a certaines choses qui n'étaient pas connues comme une profession. Donc, ce n'était pas professionnel. Donc, si ce n'est pas professionnel, donc, on veut dire que les vases sont ouvertes pour toutes sortes de corruption, pour toutes sortes de malversations. D'accord. Alors, Yacouba Tangara et Konaté vient de le dire, hein, il parle de faux agents. Et Maïga aussi l'avait dit précédemment.
est-ce à dire que ce domaine de l'expatriation des jeunes, est-ce qu'il n'y a aucun texte pour l'encadrer? Oui, il y a des textes à tous les niveaux parce que je pense que c'est en tête de l'organisation, c'est la FIFA qui valide ça. Je pense que la FIFA a bien clairement mis des textes en place. Chaque année, j'essaie de voir, de durcir un peu les tons. Même cette année, il y a eu des nouvelles modifications qui ont été apportées en marge de la Coupe du Monde au Qatar. Mais malgré tout, comme il a si bien dit, il y a des gens qui peuvent se procurer des papiers au niveau de certaines fédérations alors qu'ils n'ont pas passé les vrais tests. Parce que même si tu as, par exemple, les papiers, par exemple, au niveau du Mali, juste un exemple, mais difficilement un agent malien peut aller vendre un joueur en France. Il va falloir passer par un autre agent français parce que dans certains pays, l'organisation est de telle sorte que quand vous n'êtes pas reconnu par leur fédération, même si vous êtes agent dans votre pays, reconnu par votre fédération, vous ne pouvez pas vendre. Vous êtes considéré comme un intermédiaire. Malgré tout, souvent, pour moi, il y a certains joueurs qui vont vers des personnes qui n'ont pas vraiment passé ces concours. Donc, ce concours est organisé par la FIFA? Oui, c'est la FIFA qui encadre tout ça. Donc, mais selon les pays, le niveau n'est pas le même. Par exemple, si c'est en France, tu trouves des gens qui maîtrisent mais qui n'arrivent pas à passer les concours. C'est plus dur, par exemple, de passer en France et en Angleterre, par exemple, parce que c'est des pays développés qui mettent plus d'accent sur, comment on appelle, les meilleurs. C'est-à-dire seuls les meilleurs passent. C'est sélectif, quoi. Voilà, sélectif. Donc quand vous n'êtes pas meilleur, même si vous maîtrisez, il faut que vous passiez ces concours-là pour intégrer les lots des agents. Donc je pense que c'est un peu ça, mais sinon il y a des règles partout. Mais comme il a dit, Amar, lui, il a eu l'occasion de faire une enquête sur ça, donc certainement il peut nous édifier par rapport à... Vous parlez d'agents intermédiaires et d'agents agréés par la FIFA. L'intermédiaire, ça arrive parce que... Pour ce qui est de ces agents intermédiaires-là, qui les encadre? C'est les fédérations? Généralement, tu peux être intermédiaire partout. Même si, par exemple, un agent du Burkina Faso, s'il veut vendre un joueur, par exemple, en France, ça peut arriver. Donc, à ce moment, tu es agent, mais en réalité, quand tu ne passes pas les concours, au niveau de la France, tu n'es pas considéré en France comme agent. Est-ce que vous voyez? Alors qu'au Burkina, tu as l'agrément, tu as les papiers. Mais même si tu as les papiers du Burkina, mais qu'est-ce qui prouve que tu peux aller vendre en France? Parce que tu n'es pas reconnu par la Fédération française de football comme étant un agent agrémenté à leur niveau. Donc, en ce moment, tu passes par un autre agent. C'est ce qui fait que tu deviens en ce moment un intermédiaire. Est-ce que vous comprenez? Pour nous permettre de bien comprendre, est-ce qu'il y a des critères au niveau de la FIFA ou bien en tout cas des documents au niveau de la FIFA qui font que quelqu'un peut être reconnu sur le plan international, quel que soit le pays où il va, reconnu comme agent du joueur? Bien sûr, parce que c'est des tests qui sont organisés à tous les niveaux, au niveau de toutes les fédérations. Oui. Avant, c'était organisé une fois chaque année. Mais maintenant, tellement qu'il y a eu beaucoup de failles, ils ont même, à un moment donné, suspendu l'organisation de ces tests. Donc, ça veut dire que, normalement, là où nous sommes, on ne doit plus donner les agréments tant que la FIFA ne revoit pas sa position encore pour habiliter, autoriser à nouveau les fédérations à organiser. Mais à chaque étape, c'est la FIFA elle-même qui doit envoyer des gens pour évaluer les gens qui prétendent devenir des agents. Même si vous êtes intéressé, si vous passez les concours, vous avez droit à ces papiers. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, voilà. D'accord. Cela est bien compris. Aujourd'hui, Amar Maïga, au niveau de votre association, lorsque des jeunes qui sont dans ce genre de difficultés vous approchent, qu'est-ce que vous faites concrètement pour eux? Bon, à ce niveau-là, parce que le plus important, c'est d'avoir l'information. Donc, généralement, quand nous, on a l'information, on s'approche de ces jeunes-là et on cherche à contacter leurs parents. Parce que généralement, c'est les parents qui financent ça. Donc, ils nous expliquent comment les choses se passent. Et dès qu'on a l'identité de l'agent, je vais vous donner un exemple. C'est de quelque chose qui s'est passé, je pense, vers 2020. Je pense vers 2020, 2019-20. C'est un gars qui a quitté la Côte d'Ivoire, soi-disant qu'il faisait les tests pour, je pense, l'Atlético Madrid.
Dans d'autres pays, en tout cas, c'est tout le temps des grands clubs. Mais pour le Mali, je pense que c'était l'Atlético Madrid ou Chelsea, je pense, ou bien Manchester City. Donc, il est venu avec ce système-là. Il s'est installé au niveau de la pharmacie du deuxième pont. Donc, il a fait un truc sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, aujourd'hui, il n'y a aucune maîtrise sur les réseaux sociaux. Ça ouvre des frontières. Et malheureusement, il a pu avoir jusqu'à des centaines de jeunes qui sont venus s'inscrire pour ce fameux test. Donc, quand moi j'ai appris ça, automatiquement, je l'ai contacté, je lui ai dit, mais comment toi tu peux organiser un test pour amener des jeunes en Europe? Et puis l'âge qu'il a demandé, c'était 15 ans. J'ai dit, ça, envoyer des jeunes mineurs en Europe, j'ai dit que ça, c'est pas possible. Parce que la FIFA interdit le transfert des mineurs vers l'Europe. Donc, pour tout enfant non européen, à partir de l'âge légal, c'est 18 ans. Quand je lui ai dit ça, bon, il est venu, il m'a essayé de m'avancer des trucs. Moi, le temps que j'aille chercher les informations, il a ramassé l'argent et il est parti. Donc, il a fait ça au Mali, il a fait ça au Sénégal, il a fait ça au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Mais je pense que c'est au Burkina Faso qu'ils l'ont attrapé. Mais il y a eu une communication parce que moi, je travaillais avec le journaliste Anthony Plat. Donc, Anthony Plat m'a beaucoup aidé avec son réseau et ça a permis de l'appréhender, quoi. Alors, Birama Konaté, est-ce qu'il n'y a pas la question de la sensibilisation et de la formation, que ce soit des joueurs, mais également des parents, des responsables de club quant à l'expatriation de ces jeunes-là pour qu'on puisse leur éviter d'être arnaqués par ces faux agents-là? Évidemment, la sensibilisation doit commencer même d'abord au niveau de la famille. Au niveau de la famille, de l'environnement du joueur d'abord. Parce que si c'est l'environnement du joueur qui est propulsé, qui comprend la politique et la philosophie, et ils vont aider les centres. Et puis le centre, ça va venir au niveau de l'État aussi. Il faut professionnaliser, il faut veiller sur toutes les instances et qu'on essaie de mettre un garde-à-fou sur la formation des jeunes ici au Mali. Vous savez, il y a un phénomène aussi qui favorise ça. Les centres se créent comme des petits champions. Donc, chacun suce quelqu'un à 10 francs, 50 francs, il va acheter 2 ballons, il va créer un centre quelque part. Donc, les jeunes vont venir là-bas, au lieu que les choses soient ordonnées, c'est plus désordonné. Dans une organisation désordonnée, il y a la place pour tout. Donc, il faut une grande sensibilisation, il faut une organisation au niveau des différents centres. Et si on donne maintenant des quotas au niveau des différentes communes, des différents quartiers, il faut tel nombre de centres pilotés par ça. Donc, les flux, on va suivre les flux d'entrée, les flux de sortie. Donc, ça va nous permettre encore de plus venir sur la carrière du joueur et sur la formation et sur ce phénomène-là. Sinon, sans ça, on ne peut pas maîtriser. Moi, je refuse, je dis qu'on ne part pas. Amar me connaît très bien. On peut dire que moi, mes jeunes ne partent pas. S'il n'y a pas cette condition, quelqu'un vient créer un centre quelque part, il va travailler avec quelqu'un qui est un intermédiaire au Koweït, il va amener 2 joueurs seulement. Mes enfants vont savoir qu'il y a 2 joueurs de ces gens-là qui sont partis au Koweït. Ils ne savent pas quelles conditions ils sont, quelles situations ils sont. Et on dit, ce nouveau centre en train de faire ça. Tous les enfants vont là-bas. Même si c'est un centre désordonné. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut voir et qu'il faut sensibiliser. On ne peut pas lutter contre un phénomène sans une sensibilisation. Alors, Yacouba Tangara. Oui, ce que j'aimerais ajouter aussi à ce que Biram a dit, c'est réel. Après la suite, il faudrait qu'on essaie de professionnaliser le football malien parce que d'une manière générale, cela peut contribuer significativement à réduire un peu le nombre d'exodes. Parce que je prends juste un exemple. Par exemple, si un joueur de première division malienne était payé à 500 000 francs CFA par mois, et les jeunes s'ils savent qu'ils intègrent l'équipe du Djoliwa, du Stade malien de l'ASERA et qu'ils ont 500 000 francs CFA comme salaire mensuel, est-ce qu'ils vont peut-être aller sauter sur une occasion de 400 000 ou même 1 million peut-être en Europe? Il y a certains qui ne vont pas accepter. Parce que le fait qu'on est dans l'amateurisme, de forcément les clubs n'ont pas aussi assez de moyens, parce que les moyens, on se cherche. Par exemple, si on était allé vers les professionnalisme, avec une volonté politique de l'État malien, l'État peut par exemple chercher des sponsors pour chaque équipe, chaque club. Pour moi, c'est faisable. Il faut juste une volonté politique. Peut-être l'État peut voir les 20 entreprises, 20 grandes entreprises, que ce soit dans tous les domaines, et essayer de leur dire, écoutez, toi, tu mets telle somme par an
Donc ces sommes-là, on va essayer de répartir pas seulement pour les foot, mais l'ensemble des disciplines sportives. Mais écoutez, si on parvient à subventionner par exemple les clubs à hauteur de 400 voire 500 millions par club et par an, imaginez les clubs seront obligés et on impose aux clubs de payer les joueurs à un certain niveau. Je pense qu'avec ça, on peut garder certains talents et ça peut réduire, je pense, significativement le départ des joueurs par-ci, par-là. Alors, quelles conséquences cette situation peut avoir sur les joueurs? On sait que souvent, certains n'arrivent même pas à sortir. On leur soutire de l'argent ici, mais ils ne parviennent pas à rejoindre le club qu'on leur a promis. Mais d'autres, quand ils parviennent à arriver là-bas, ils ont des problèmes. C'est difficile pour eux-mêmes de retourner chez eux souvent. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles les joueurs sont confrontés? Je pense que la première difficulté, c'est que les joueurs vont sans être prêts. C'est important. Parce que quand tu pars à un autre niveau, il faudrait que d'abord tu aies les niveaux, ou que tu sois plus fort. Par exemple, si tu vas par exemple en Espagne, il faudrait que tu sois plus fort que les enfants que tu vas aller trouver sur place. Toi, tu trouves quel club en Espagne qui ne fait pas de la formation? Donc ça n'existe pas. Il faut que l'enfant mette ça en tête déjà. Tu dois aller à Madrid ou à Barcelone. Donc il y a des enfants qui sont encadrés par Barcelone sur place. Donc si j'ai le même niveau que les numéros 8, alors que moi je dois jouer 8, donc je pense que tu n'auras pas de chance. Il faudrait être plus fort que les joueurs avec qui tu convoites ces mêmes postes. Donc il y a certains qui vont, quand ils vont découvrir ces réalités, ils trouveront que vraiment, ils n'ont pas de chance pour s'imposer, pour se tailler une place dans ce moment. C'est comme s'il y a un doute qui va s'installer dans la tête. Donc forcément, si l'enfant n'a plus les conseils nécessaires, l'environnement qu'il faut, les conseils qu'il faut pour pouvoir s'imposer, donc en ce moment, il est forcément, il a un sentiment qu'il a échoué. Donc il va certainement chercher à retourner maintenant. S'il retourne en ce moment, c'est comme si c'est une nouvelle phase qui commence. Donc en ce moment, c'est comme si toi, tu étais peut-être à 4 ans d'avance dans l'entraînement, donc tu rechutes à 3 ans. Donc il va falloir passer 2 ans, 3 ans pour atteindre les niveaux souhaités. Donc en ce moment, forcément, l'enfant aura peut-être un choc psychologique. Non seulement il sera un peu découragé à jouer le foot, donc peut-être il va chercher à se poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir ma vie? En ce moment, c'est comme si il reprend tout à zéro. Donc forcément, ça a des conséquences néfaste sur l'enfant qui malheureusement va échouer à cette étape. Alors Amar Maïga, est-ce que vous guidez ces jeunes-là qui sont souvent dans ces difficultés? Par exemple, un jeune qui s'est fait rouler dans la farine par un faux agent, s'il vous approche, est-ce que vous lui donnez des conseils ou bien vous le guidez vers d'autres associations ou bien des instances judiciaires pour qu'il puisse trouver gain de cause? C'est une très bonne question parce que en fait, ça dépend des cas. Comme vous l'avez dit, au niveau local, par exemple, si c'est au Mali, si je tombe sur des cas comme ça, il y a une brigade vers qui je m'oriente. Donc, c'est une brigade qui a été financée par l'ambassade de France il y a plusieurs années. Mais avec les problèmes de Covid et tout ça, ils ont dû stopper un peu le truc. Mais la brigade de répression contre le crime et voilà, la traite des personnes. Donc, généralement, j'ai des points focaux là-bas. Et je rentre les jeunes vers ce côté-là, parce que c'est eux qui vont mener des investigations avec la police, Interpol et autres, quand ça dépasse les frontières au niveau Afrique. Maintenant, si c'est en Europe, il y a des contacts en fait. Parce que les jeunes, comme Yacouba vient de le dire, ils sont mal formés. Un voyage se prépare. Et il faut, surtout quand tu voyages, il faut voyager avec quelqu'un au moins qui maîtrise les choses. Quand tu vas avec un agent qui est véreux, il va arriver là-bas en Europe, il te fout, il te jette dans la rue et il part. Oui. Souvent, il te confisque ton passeport. Tu te retrouves à la rue. Souvent, tu vas au centre d'entraînement, tu dis que tu as un entraînement ici alors que c'est faux. Donc, dans des cas comme ça, il y a des structures d'accueil qui sont là-bas. Donc, souvent, on les oriente vers on a des organismes partenaires là-bas. On les donne des contacts pour qu'ils puissent s'occuper de ces jeunes-là. Mais est-ce qu'au préalable, souvent, il vous arrive de conseiller à des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne maîtrisent pas les textes en signant les contrats. Est-ce que vous les conseillez souvent? J'ai l'habitude d'organiser des modules, des ateliers de prévention contre les arnaques, le trafic et la traite des footballeurs. Donc ça, je le fais auprès des entraîneurs, des structures de football, même de basketball. Je le fais gratuitement. Il suffit que les équipes nous sollicitent. Et là-bas, on nous explique carrément comment le processus du recrutement se passe.
parce qu'il y a des questions sur le statut, le règlement du statut et du transfert des joueurs. Un joueur qui veut voyager, il doit savoir à quoi s'attendre. Un agent parce que là aussi c'est la problématique des agents. Souvent vous allez trouver même que des agents qui sont reconnus sont des agents qui font des bêtises. Déjà Maguiou, il a payé les frais, il a quitté le Mali parce qu'il a perdu des millions. Pourquoi? Parce que des agents qui sont connus, qui vendent en Europe, viennent, ils font des bêtises, ils font tout pour que les jeunes puissent quitter l'académie et ensuite ils les revendent. Donc automatiquement le travail du gars tombe à l'eau. Donc c'est compliqué, mais nous accompagnons les structures sur cette base-là, les parents, les jeunes sportifs et les clubs sur ce domaine-là. D'accord. Birama Konaté, vous l'avez dit, vous avez cité certains cas ici. C'est des joueurs qui étaient quand même au niveau des sélections nationales. Si c'est des joueurs qui n'ont pas encore intégré les sélections nationales, qui sont dans des clubs, et qu'on puisse les arnaquer comme ça, mais des joueurs qui ont déjà joué dans des sélections nationales, est-ce que la fédération ou bien même le ministère ne devait pas avoir un regard sur la situation de ces joueurs-là? Exactement. Imaginez un lancement direct meilleur buteur de la CAN de sa catégorie et qui a été co-meilleur buteur au niveau de la Coupe du Monde. Il a fait une sélection avec l'équipe A et qui est perdu comme ça. Le Mali souffre de quel problème? Il y a un problème d'avancement. Tangara le connaît très bien. Donc, tout ceci-là, on cesserait de dire qu'il faut professionnaliser le football. Si le football est professionnalisé, la fédération peut avoir un droit de veto. Si le joueur part là-bas, s'il n'arrive pas à progresser, et tu as quitté ici, tu l'amènes en Russie. Il va aller là-bas en Russie, 3 mois de football, le reste c'est des neiges, c'est des trucs. Est-ce qu'il peut progresser? Il faut pouvoir progresser, il faut pouvoir développer certaines choses. Il faut que l'environnement soit sain et que l'environnement soit favorable à la culture. Le football est souvent culturel. C'est ce que j'ai toujours dit, que le football est un peu lié à la culture. Donc, on doit avoir des points de chute et la fédération doit avoir l'œil sur des talents. Tant a touché un point très important. Et la fin a quitté Guidas. Il n'avait même pas 5 francs pour le mois. Et si il était dans une équipe professionnelle et que le Mali était dans un club professionnel, la finale est un contrat où il peut gagner 1 million par mois et quelqu'un vient 1 million par mois. Et l'avenir lui est prometteuse. Est-ce qu'on peut lui laisser aller comme ça? Oui, mais vous, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que ça a comme impact, comme conséquence sur votre travail de tous les jours, vous qui encadrez les jeunes? D'abord, les jeunes sont pressés d'aller. Ça va freiner les révolutions. Parce qu'ils oublient que le football, c'est une question d'étape et c'est une question de niveau. Quand vous regardez la Ligue des Champions, les pays qui ont le niveau, les pays dont le championnat a un niveau, qui rencontrent des pays qui n'ont pas un championnat de niveau, on sent directement. Même en Afrique, dans les coupes africaines, on les sent directement. Donc c'est une question de ça. Les joueurs partent sans être déjà prêts. Et tu n'as jamais vu un joueur malien qui quitte ici et qui va s'imposer dans une équipe d'élite. Quand s'il y a 20 joueurs maliens qui quittent, tu vas trouver qu'il y a un et demi qui s'impose dans une équipe première. Et il ne peut pas faire 2 ans en plein succès. Il redescend, il rechute. Tout ça là, c'est-à-dire que mentalement, on doit travailler, tactiquement, on doit travailler, techniquement, on a la technique. Le reste là, tactiquement, mentalement, c'est ça le problème du joueur malien. Et l'endurance, ils sont vite, ils vont aller vite. C'est ce qui pose le problème. Oui, Yacouba Tangara. Oui, ce que j'aimerais ajouter aussi, il y a le problème des langues souvent aussi qui se pose. À certains jeunes footballeurs, ils pensent que le football peut les réussir sans étudier, alors que les deux vont ensemble. Par exemple, je prends juste un exemple. Quelqu'un qui tombe sur un entraîneur anglais, alors que toi, tu parles même pas, tu maîtrises même pas le français. Maintenant, l'entraîneur te demande d'aller te placer à gauche. Toi, tu vas à droite. Juste, il te dit ça en anglais. Va à gauche, mais toi, tu pars à droite. L'entraîneur, il va penser quoi? Ça veut dire que tu fais le contraire de ce que lui te demande. Déjà, le message ne passe pas. Donc, ça veut dire que l'enfant doit étudier
toutes les langues, que ce soit minimum, il doit comprendre l'anglais, le français. Oui, mais est-ce que c'est un problème? On a vu des joueurs ici qui n'avaient même pas été, en tout cas, ils n'avaient pas atteint un certain niveau d'études, mais qui sont allés dans des grands clubs européens. Oui, ça passe, mais à long terme, à un moment donné, ça va être difficile parce que le message ne va pas passer. Même si tu vois ces cas-là, c'est qu'ils ont accepté d'étudier encore la langue dans laquelle les coachs travaillent, la langue dont tous les joueurs, en majorité, s'expriment. Parce que là, tu n'as pas le choix, tu es obligé de communiquer avec les coéquipiers. Donc, c'est indispensable. Maintenant, pour trouver, par exemple, par rapport à la solution, d'abord, dans certains pays comme le Sénégal, chaque joueur talentueux a droit à un juriste. Le juriste sert de conseiller parce que j'ai eu la chance de participer à des ateliers dans ce sens. Donc maintenant, au Mali, il y a certains joueurs, même, ils n'ont même pas un vrai conseil à côté. Ils ont peut-être quelques amis qui ne maîtrisent même pas le football qui leur conseillent. Quelqu'un qui ne maîtrise pas le football, par exemple, si on te dit, toi, moi, je veux que tu ailles jouer, par exemple, dans un club de DD en Belgique. Mais tu dois t'adresser à un spécialiste, de lui dire, mais on m'a proposé d'aller jouer dans tel club, dans tel pays. Est-ce que moi, mon football peut s'adapter à ce style de jeu déjà? Il va te dire, à mon avis, par exemple, s'il y a 3 propositions, par exemple, France, Espagne et Angleterre, mais écoutez, si c'est un connaisseur, un spécialiste, il va te dire tout de suite le pays qui est bon pour lui. Et parce que quand tu rates ta première destination, ça va jouer sur toute ta carrière. Ça, je vous l'ai dit. Un joueur qui doit aller commencer, par exemple, en France, s'il part peut-être en Italie, juste un exemple, tu vas jamais réussir. Parce que chaque joueur a un football, chaque joueur a un style qui lui est propre et qui peut être adapté dans un système, peut-être dans un pays. Pour moi, cette première destination est très très importante. Si tu échoues ça, tu as la malchance de ne pas réussir, à mon avis, ta carrière au moins à 95%. Mais est-ce que l'État ou bien la fédération, quand je dis l'État, le ministère ou la fédération ne peuvent pas avoir un regard ou bien en tout cas un contrôle sur les académies qui foisonnent maintenant? Pour moi, ce n'est pas l'air au roulant. Il faut qu'on se dise la vérité. La fédération, le ministère ne peut pas encadrer tout ça. Chaque académie, chaque club est une organisation à part. Chaque club doit avoir une organisation qui lui est propre. C'est-à-dire, toi, tu as créé ton équipe, le FC Gadigo, exemple. Je pense que c'est toi qui dois organiser ton équipe en fonction de ce qui est recommandé. Tu dois avoir un directeur sportif, tu dois avoir un juriste, tu dois avoir un conseil. C'est-à-dire, les joueurs, tu ne dois pas laisser les joueurs comme ça. Même si le joueur a un agent, toi-même, tu dois être à côté de tes joueurs pour les protéger, pour les encadrer. Parce que sans quoi, tu trouveras certains parents, et ils ne veulent même pas que leurs enfants jouent au foot. Mais peut-être tu trouveras que le petit, il est talentueux, il est issu d'une famille qui ne maîtrise pas le football. Donc tu dois trouver quelqu'un qui maîtrise le football pour rester à côté de l'enfant, l'orienter et l'assister à tous les niveaux. Et l'enfant aussi doit savoir ça. Parce que quand tu ne parles pas avec quelqu'un qui maîtrise l'environnement du football, écoutez, tu peux réussir, mais tu n'iras pas là où tu dois aller. Oui, moi je parlais surtout de la multiplication de ces académies et centres de formation-là. Comme Burema l'a dit tantôt, on a l'impression que l'État ne contrôle rien. Est-ce qu'au moins l'État ne doit pas mettre en place en tout cas des critères pour qui régissent ces académies-là? Parce que quand elles sont nombreuses comme ça, on n'a aucun contrôle sur eux. Ce que toi, tu viens de dire comme exigence, par exemple, à Dakar, on ne peut pas veiller sur ça au niveau de ces académies-là parce qu'elles sont nombreuses. Oui, parce que c'est un peu différent, c'est un autre niveau. Parce que là-bas, la fédération est bien organisée, mais aussi les équipes sont conscientes que les joueurs doivent être assistés. Et les joueurs aussi le savent. Peut-être au Mali, ce n'est pas la même chose parce que chaque joueur pense que peut-être lui, il peut choisir n'importe qui pour lui conseiller. Peut-être les termes peut être trop stupides, mais en réalité, je pense que tout le monde ne peut pas connaître, parce que tout le monde ne maîtrise pas le football. Mais c'est que pour revenir à votre question, dire que l'État de contrôler ou encore la fédération de contrôler la création des académies, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais il y a un premier pas qui a été fait parce que il y avait un partenariat entre la FEMAFoot récemment et la Fédération française de football. Ce partenariat a même abouti à l'envoi d'un certain Malik là,
qui étaient venus dans ces cadres pour essayer d'organiser un peu le football au niveau des académies. Donc, ils sont en train de recenser. Je crois qu'ils ont fait ce premier travail, recenser d'abord les académies qui existent. Donc, ils veulent aller vers l'élite. C'est quoi? C'est ce qui a abouti à la création du centre technique qui est en train qui est en chantier au niveau de la zone aéroportière là. Voilà, ce centre est peut-être créé pour ça, parce que ce centre est censé rassembler les meilleurs talents, pas de Bamako seulement, mais du Mali, des Kaya à Kidal. Normalement, ils doivent aller passer dans tous les centres, essayer de voir qui sont les meilleurs joueurs à chaque niveau et essayer de les regrouper dans ces centres. Donc, pour moi, c'est déjà un premier pas vers ce que vous venez de dire. Voilà. Mais moi, quelque chose. Parce que moi, je me dis que quelque part aussi, il faut qu'on se dise aussi la vérité, hein, que ce soit le ministère, que ce soit les fédérations, chacun a un rôle à jouer dans ce truc-là. Pourquoi? Parce que M. Konaté, il a dit tout à l'heure que nous assistons aujourd'hui à la création de beaucoup de centres, d'académies, mais nous savons que tout ça, c'est pour des raisons pécuniaires. Bébé warning là. Maintenant, la fédération, là où je veux interpeller la fédération et le ministère, c'est parce que on assiste chaque jour à la création de ces centres et vous allez trouver qu'à la création, ils ont un document, un récépissé qui vient du gouvernorat. Vous allez trouver qu'il y a un comité exécutif. Mais en réalité, l'équipe est dirigée par 2-3 personnes. Vous allez trouver un seul président, un entraîneur. À la rigueur, une autre personne de soutien pour peut-être un secrétaire général. L'équipe est bâtie sur ces 3 personnes et voilà. Donc, c'est pour des raisons économiques, purement économiques. Pour moi, c'est des centres qui ne doivent pas exister. Et ce suivi-là doit être fait par la fédération. Toute équipe qui ne répond pas aux critères, bien qu'on les enlève du système. Oui, tout ça là, c'est lié à un seul mot, les professionnels. C'est ce que moi j'ai dit au départ. Parce que quand on dit professionnel, ça veut dire que ce soit les académies, les clubs, il y a une certaine exigence qu'on doit imposer à tous les clubs ou les académies. Tant qu'on n'est pas professionnel, toi, tu ne peux pas imposer ça. Professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tu dois avoir un terrain d'entraînement digne du nom. Tu dois avoir un directeur technique. Tu dois avoir un budget. Tu dois avoir un médecin. Par exemple, il y a certaines équipes qui peuvent jouer, par exemple, sans médecin, alors que c'est un sport de contact. Il y en a qui peuvent se blesser sans tenant. S'il y a, par exemple, un médecin qui est là pour apporter les premiers soins, pour moi, ça peut réduire les conséquences. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut imposer quand on est professionnel. Mais le moment où on est amateur, ça veut dire que quand on est amateur, ça veut dire que tout est permis, entre parenthèses. Parce que tu trouveras que même certains clubs de première division, ils n'ont pas un terrain qui peut accueillir un match de championnat. Oui. Si c'était le cas, est-ce que, par exemple, quand les travaux les stades ont été, comment on appelle, en chantier, le stade Mamadou Konaté, tu vois, à cause de ça, le championnat a été arrêté. Mais si on était un professionnel, ça veut dire que tous les clubs engagés en Ligue 1 devaient avoir un terrain capable d'accueillir un match de championnat. Est-ce qu'on allait arrêter les championnats déjà? Non. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est obligé d'aller vers ça, les professionnels, pour cadrer tout. En tant qu'on n'est pas dans ça là, le fait qu'on est à l'état amateur là, même toi demain, tu as le droit d'aller créer ton centre si tu as les moyens. Ouais. Birama Konaté, quelle peut être la solution à ce phénomène-là? On parlait de professionnaliser le football malien, mais à part ça, qu'est-ce que vous préconisez? Apparemment, Birama n'est pas avec nous. On va revenir vers lui tout à l'heure. Amar Maïga, vous, est-ce qu'il vous est arrivé, avec votre aide, d'avoir pu remettre un joueur qui a été confronté à ce problème-là dans ses droits? Bon, c'est arrivé. Parce que l'histoire des 3 Maliens dont j'avais parlé, ces jeunes-là, le gars avait pris leur argent, il était parti en France pendant 2 ans, on n'avait pas eu d'écho. À notre grande surprise, moi, c'est la maman d'un des joueurs que je connais qui a appelé. Donc, le gars, il était parti avec eux au Sénégal, du Sénégal, il a pris leur argent et il est parti. Quand il est revenu, il garait sa voiture en fait à 2 rues plus loin de chez lui et il avait un accoutrement de saoudien, quoi. Donc, il passait inaperçu. Donc, moi, je l'ai suivi dans sa rue. J'étais à deux pâtés de maison de chez lui. Voilà. Donc, quand je l'ai aperçu, j'ai appelé un gars de la brigade anticriminelle qui est venu en 5 minutes. Il est venu, il l'a pris et ils sont partis. Et ils ont remboursé l'argent de ces enfants-là.
D'accord. Birama Konaté, vous êtes avec nous? Oui. Voilà, on est au niveau des solutions maintenant. Et Tangara parle de professionnaliser le football. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous préconisez pour mettre fin à ces pratiques-là? Oui, ça, moi, c'est le premier point d'abord, parce qu'il y a différentes solutions. La première solution, c'est d'abord professionnaliser le football. Ensuite, deuxième chose, il faut des campagnes de sensibilisation. Chaque année, essayer de mettre une plateforme et essayer d'organiser, donner des informations pendant cette plateforme. Pourquoi pas une journée de football au Mali ou une semaine de football au Mali. Essayer de donner le flux des joueurs qui sont sortis au Mali très jeunes, leur état d'évolution et qui sont restés sur place, qui sont devenus footballeurs, qui ne sont pas devenus footballeurs, en essayant de donner chaque fois une ration. Quand on donne une ration, ça donne aussi la motivation, ça donne l'idée aux parents aussi de comprendre l'information. Ensuite, d'organiser. Tangara a parlé d'une chose où je voudrais revenir sur ça. L'organisation au niveau de football, l'État peut intervenir de telle sorte que l'État peut mettre des garde-fous. Lui, il a parlé du Sénégal, c'est l'organisation de leur football. Il y a chaque joueur ou chaque académie a un conseil juridique. Le joueur de l'académie ne sort pas sans un conseil juridique. Maintenant, si l'État donne des quitus, au lieu de donner des récépissés aux associations de créer, il faut que dans chaque association, que l'État veille et que l'association suit les règles que l'État donne en ayant un conseil juridique au niveau de chaque association pour suivre les joueurs. C'est parce que c'est des Maliens avant tout. S'ils ont des problèmes là-bas, c'est l'État malien qui doit venir au secours, qui doit les rapatrier. Imaginez, au Tunisie, il y a un problème là-bas actuellement en Tunisie. S'il y a des joueurs maliens qui sont partis de façon clandestine, qui sont là-bas, qui n'arrivent pas à progresser, ils sont obligés de l'État malien. Donc c'est les Maliens avant. Donc l'État et le ministère peuvent intervenir aussi. Je ne partage pas tout. Ça, c'est le côté de la langue. Le football est professionnel. Le football est universel. Le langage du football est universel. Le geste compte beaucoup que le verbal d'abord. Donc moi, je pense que tout jeune qui est intelligent, là où je partage avec lui, ça, c'est étudier. Parce que quand on étudie, ça va développer ses consciences, ses facultés d'intellect. Donc ça te permet de réfléchir, ça te permet de comprendre bien les choses et vite les choses. Et ça sera différent de celui qui n'a pas étudié. Et je crois que l'État doit intervenir à ce niveau et il faut qu'on essaie de mettre des garde-fous, de professionnaliser le football, d'organiser au niveau des centres. L'État vient de faire un découpage administratif. Il faut faire un découpage au niveau des footballs, au niveau des districts, au niveau des communes, au niveau des régions, au niveau de tout. Essayer de mettre des garde-fous pour qu'on puisse suivre. Pourquoi il y a des directeurs régionaux du sport? Parce que c'est les démembrements de l'État. Donc je crois que c'est ça qui peut être la solution, plus la communication au niveau des parents, et essayer d'organiser des journées de sensibilisation, les montrer telles qu'Amar est en train de faire. Amar doit avoir des statistiques. Ce sont ces statistiques-là qui doivent servir de leçons, qu'on doit tirer des informations, transformer ces chiffres-là en verbal. Donc montrer les effets favorables et les effets défavorables pour le déplacement trop tôt de ces jeunes-là. Et ça pourra nous aider à solutionner. D'accord. Yacouba Tangara, avant d'arriver à la professionnalisation de notre football, qui apparemment n'est pas pour bientôt, qu'est-ce qui peut être fait maintenant pour mettre fin à cette situation? Bon, c'est de faire en sorte que les joueurs eux-mêmes prennent conscience que quand tu dois partir, que ça doit être sur une bonne base. Une bonne base, c'est-à-dire il faut essayer de rentrer en contact avec un spécialiste. Moi, là, j'insiste sur tout ça. Par exemple, Amar arrive, il me dit qu'il dit à un enfant qu'il est agent des joueurs. Mais tu lui poses la question, tu es agent des joueurs avec quelle fédération? Il me dit tout de suite, moi, j'ai la capacité de vérifier. Je mets son nom pour aller vérifier sur les agents des joueurs reconnus par la FIFA. Je vois que le nom de Amar n'est pas là déjà. C'est déjà un premier point important. Alors qu'il y a certains enfants qui croient tout de suite à une personne sans aller vérifier. Alors que c'est possible de vérifier, même si tu dis que tu es agent en Angleterre, moi je peux vérifier étant à Bamako. Donc chaque enfant doit... Voilà, en France c'est pareil. Il y a la liste des agents reconnus par la FFF, ainsi de suite. Donc c'est un peu passé comme ça un peu partout.
Donc tu dois vérifier d'abord, tu dois demander le nom de l'agent, vérifier. Mais quand tu ne fais pas ça, et tout de suite tu crois à la personne, donc une personne peut mentir, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en conversation. D'accord. Amar, on termine par vous, et juste en quelques mots, si vous pouvez nous donner par exemple des chiffres, par exemple, combien de cas de ce genre vous rencontrez souvent ou bien vous recensez souvent dans l'année ici au Mali pour montrer la gravité de la situation. Bon, moi j'étais dans une association qui est basée en France, qui s'appelle Foot Solidaire. En 2015, ils avaient fait une statistique sur 10 pays d'Afrique. C'était les pays de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est les pays les plus où les jeunes émigrent. Donc la statistique, c'était en fait 15 000 jeunes qui quittent chaque année 10 pays de l'Afrique de l'Ouest pour l'Europe et l'Asie. Ça, c'est une statistique. Maintenant, pour vous dire, en réalité, il n'y a pas de statistiques qui ont été faites en profondeur. Et ça, c'est à vérifier, quoi. D'accord. Alors, c'est ce qui met fin à ce grand dialogue d'aujourd'hui qui parlait de l'expatriation ou l'exode des jeunes footballeurs, comment éviter les risques pour ces jeunes-là d'être arnaqués, entre autres. Nos invités étaient Yacouba Tangara, journaliste consultant, Amar Maïga, président de l'association Young Players Protection in Africa, une association qui œuvre dans la protection des jeunes joueurs, et Birama Konaté, il est entraîneur, il était au téléphone. Ce débat a été mis en onde par Seydou Ndao. À la régie vidéo, il y avait Gagny Kanté, Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci et à la prochaine.